Bonjour à tous, merci de regarder François. En démocratie, en théorie, tout le monde peut se présenter grâce au système des parrainages, des 500 parrainages. Les maires donnent leur signature et si on en a assez, 500, on peut devenir candidat à la présidentielle. Ça, tout le monde le sait, mais du coup, ce système est-il biaisé juridiquement? On peut le dire peut-être. On va essayer de creuser cette question avec Maître Diane Prota qui est revenue nous voir. Bonjour Maître. Bonjour. Alors du coup, vous avez fait un recours il y a quelques semaines devant le Conseil constitutionnel et il y a du nouveau, c'est ce qu'on peut dire. Exactement, et je vous remercie de m'inviter pour en reparler, car dans les colonnes de François, il y a à peu près un mois, il y avait eu un article à propos d'un maire, Monsieur Renaud, issu des collectifs citoyens de la mouvance Gilets jaunes, qui a porté un recours devant le Conseil constitutionnel en indiquant qu'en tant que maire, il souhaitait respecter la parité, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes, et pouvoir de ce fait donner 2 parrainages, un à un homme, un à une femme. Et la parité est prévue par l'article 1 de la Constitution. Alors ça a prêté à sourire et certains se sont demandé mais quel était le but plus global de ce recours. Et le but plus global, c'était effectivement de pouvoir remettre en cause le mécanisme des 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle, car celui-ci apparaît biaisé pour différentes raisons. Mais en réalité, pour pouvoir remettre en cause le mécanisme des 500 signatures, qui est une sorte de vieux serpent de mer dont on parle à chaque élection, eh bien, il fallait trouver une porte d'entrée, j'allais dire originale, mais un point qui n'avait jamais été jugé. Car quand on pose au Conseil constitutionnel ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel y répond si c'est une question nouvelle. Et à titre d'exemple, je sais qu'en 2012... D'accord, juste pour un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas bien, la question prioritaire, la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, c'est pour remettre en question quelque chose de la Constitution. C'est ça. La Constitution, c'est la base de toutes les lois en France. Exactement. Voilà. Et là, c'est pour dire, attention, est-ce que cette loi est constitutionnelle cohérente, ou pas. À titre d'exemple, en 2012, d'ailleurs c'est Madame Marine Le Pen qui l'avait fait, elle avait porté une QPC, donc devant le Conseil constitutionnel, à l'encontre du fait que les 500 parrainages qui étaient donnés anonymement pour se présenter à l'élection présidentielle étaient devenus publics, ce qui a occasionné pas mal de difficultés. Elle n'a pas gagné ce recours, et donc la question de l'anonymat des parrainages, par exemple, on ne peut plus la reposer au Conseil constitutionnel. Néanmoins, ce mécanisme des 500 parrainages reste tout à fait discutable et par le biais de la question de la parité, nous avons essayé de faire réouvrir donc cette question auprès du Conseil constitutionnel pour qu'il nous dise si la loi de 1962 qui prévoit que les candidats potentiels ou putatifs à l'élection présidentielle doivent bénéficier de ces 500 parrainages pour s'y présenter, est-elle constitutionnelle ou ne l'est-elle pas? Viole-t-elle ou pas la parité? Alors, parce que là, pour l'instant, jusque-là, dans ces élections, dans toutes les campagnes, on n'a pas entendu de problème avec ce système de parrainage. On en a reparlé quand les candidats ont reçu leur parrainage, ont pu se présenter, mais sinon, il n'y a pas eu pour l'instant de remise en question là. Alors si, c'est justement pour ça que j'ai le plaisir de venir vous voir, parce que c'est la question de savoir si le mécanisme des 500 parrainages respecte ou pas la parité. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision, mais il a rendu une décision dans laquelle il a joint ce premier recours de M. Renaud avec un autre recours que j'ai porté pour un certain M. Bertrand Robert, qui est un candidat issu du collectif Bon Sens Vital, et comme on l'a dit, plutôt mouvance Gilets jaunes, qui souhaitait pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Qui remplaçait Jean-Marc Fortanet, qui était venu sur ce plateau aussi se présenter. C'est ça. Et eux m'ont posé évidemment la même question, et pour leur compte, j'ai entamé un autre recours qui, cette fois, qui posait la question suivante au Conseil constitutionnel: est-ce que le mécanisme des 500 parrainages est attentatoire ou pas au principe de la souveraineté nationale, qui est prévu par l'article 16 de la Constitution? Donc il y avait 2 recours. Est-ce que le mécanisme des 500 parrainages est compatible avec le principe de parité et est-il compatible avec le principe de souveraineté nationale? Et la souveraineté nationale, c'est que chacun d'entre nous, si vous voulez, la démocratie s'exerce par et pour le peuple, et chacun d'entre nous déléguons à nos représentants une part de notre souveraineté nationale pour qu'ils l'exercent
pour notre compte. Et c'est ce que font en réalité les maires quand ils sont nos représentants et qu'ils donnent un parrainage à un candidat. Or, ce qui était très choquant et qui est arrivé dans cette élection, c'est l'intervention, j'allais dire, très étonnante de M. Bayrou, dont je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé, parce que la question était, M. Bayrou, du jour au lendemain, il me semble vers la mi-février, tout d'un coup s'est réveillé le matin. Alors je rappelle qu'il est quand même haut commissaire au plan, d'ailleurs il est le seul à avoir ce titre, mais ça équivaut quand même à ministre, s'est réveillé un matin et a décidé de lancer cette initiative, jeu de la banque des parrainages, et a décidé, proprio motu, d'aller lui-même demander à des maires leur parrainage pour le confier à une banque de parrainage qui ensuite les redistribue à d'autres. En gros, M. Bayrou a décidé de se faire le chantre de la démocratie et d'aller récolter ses parrainages au bénéfice des candidats qui, selon lui, ne pourraient pas avoir leurs 500 signatures pour participer. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Mais ça veut bien dire que M. Bayrou, qui lui-même n'est pas candidat à l'élection présidentielle, mais qui l'a été très souvent, ce qui suppose entre nous que pour certains maires, on se sont peut-être demandé est-ce que M. Bayrou se présente. Les maires ont pu ne pas comprendre cette démarche, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle aboutit concrètement à une chose. C'est que le maire, une fois que M. Bayrou lui demande de donner son parrainage à la banque des parrainages, que fait-il ? Il signe en blanc ce parrainage. Et ensuite, M. Bayrou le met dans sa banque et puis le distribue en y mettant le nom de celui qui veut. Mais pour revenir très concrètement au cas présent du recours... Pour M. Bayrou, c'était de pouvoir faciliter justement la distribution de parrainage. C'est exactement ça, sauf était-ce vraiment le but poursuivi et c'était l'effet concret? Et la réponse est non. Vous doutez de... Tout à fait, parce que je vous donne l'exemple, M. Bertrand Robert, que je représente, a écrit, pour avoir ses parrainages, à différentes mairies, dont au maire de Roy-sur-Metz. Le maire de Roy-sur-Metz a répondu par un courriel qui a été produit devant le Conseil constitutionnel. « Désolé, j'ai déjà donné mon parrainage à la banque ». Mais à partir du moment où quelqu'un reçoit tous les parrainages et décide par lui-même, parce qu'il en a eu à peu près à la fin, M. Bayrou, plus de 700, et il les a donnés en partie à Mme Marine Le Pen, en partie à M. Zemmour, en partie à M. Mélenchon, et à partir de là, ces trois candidats ont dépassé le seuil des 500 signatures et ont même eu finalement des parrainages surnuméraires. Ça veut bien dire que M. Bayrou, qui se surnuméraire, c'est-à-dire qu'à la fin, en fait, Madame Le Pen, par exemple, pouvait se présenter avec 501 parrainages. Il n'y avait pas besoin d'en avoir 700. Et je donne l'exemple, j'ai les chiffres. Alors, pour les petits candidats avec qui on avait discuté, nous disaient que même le but, c'était d'avoir 1500 parrainages, parce qu'on estimait que par rapport aux promesses de parrainage, il n'y en avait qu'un tiers qui devenaient des réels parrainages. D'accord, ça tout à fait. Mais il n'empêche que M. Bayrou disposait de suffisamment de parrainages pour permettre qu'il y ait plus que 12 candidats à l'élection. Il aurait pu, s'il l'avait souhaité, le proposer à M. Robert, ou il aurait pu le proposer. C'est que les petits candidats n'ont pas été assez représentés alors qu'ils auraient largement pu. Exactement. Et par exemple, il y a d'autres candidats. Je pense à M. Asselineau, qui n'a eu que 200 parrainages. En réalité, parmi tous les parrainages collectés par M. Bayrou, parmi eux, il aurait pu en donner quelques-uns à M. Zemmour pour qu'il atteigne les 500, quelques-uns à Marine Le Pen pour qu'elle atteigne les 500, idem pour M. Mélenchon. Et à ce moment-là, il lui restait dans sa banque de quoi proposer à d'autres. Parce que l'idée, telle qu'il l'a présentée, c'est de permettre à tout le monde de se présenter. Là, ça a été le contraire, puisque que s'est-il Pourquoi avoir donné tous ces parrainages surnuméraires à simplement quelques candidats plutôt que de permettre cette diversité démocratique et à toutes les voix d'être entendues? Ça, ce n'est pas explicable. Mais pire encore, ce qu'on voit, c'est que ce mécanisme, est-ce vraiment quelque chose des citoyens ou est-ce du trafic d'influence? Parce que c'est la vraie question. À partir du moment où M. Bayrou récolte sans aucun mandat, parce que pour le compte de qui le fait-il? Ça, c'est une question, parce que vous aussi, j'allais dire, vous pouvez vous lever en 2027 et décider d'aller voir tous les maires de France, de faire un pèlerinage, de recueillir des milliers de parrainages et puis de les donner, je ne sais pas, à votre belle-sœur parce que vous avez envie qu'elle se présente. À partir du moment où quelqu'un peut s'arroger d'aller récupérer ses parrainages alors qu'il n'est pas candidat, c'est là que je dis
qu'en fait, c'est une atteinte au mécanisme de souveraineté nationale et la Constitution prévoit qu'aucun individu ne peut s'attribuer la souveraineté nationale. Donc, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République. C'est quelque chose d'extrêmement choquant. Parce que là, pour être clair, ça fait 10 minutes d'interview, là, dans votre recours, est-ce que les réponses qu'on vous a données, selon vous, si ce système est biaisé, c'est-à-dire que le second tour, mais comme le premier tour, ces élections présidentielles n'ont pas lieu d'être cette année. En tout cas, Et d'ailleurs, vous attendez aussi que dans un an, potentiellement, elle puisse être complètement annulée, cette élection. Pour être très clair, la suite de cette remise en cause des 500 parrainages, finalement, le Conseil constitutionnel a rendu une décision où il a joint l'affaire de la parité et l'affaire de M. Bayrou, et en disant finalement qu'il n'y avait pas à statuer sur ces questions. Alors, il n'en dit pas plus, d'ailleurs, ils font... je pense, exprès de garder un certain silence et de ne pas se répandre sur cette question, mais dans le cadre de cette décision, il a quand même été dit que dans le cas où serait porté à l'attention du Conseil constitutionnel des irrégularités extrêmement graves concernant le déroulement des élections, eh bien à ce moment-là, il pourrait statuer et en prendre connaissance. Si bien que sur ce fondement, mon client a continué sa procédure et a dit au Conseil constitutionnel, mais écoutez, le scandale McKinsey vient d'être révélé par le Sénat. Or, vous n'avez pas validé ma candidature, puisque je n'ai pas 500 parrainages, mais peut-être que si M. Bayrou n'avait pas exercé son influence pour la récolte de ces 500 parrainages et pour finalement, de facto, l'éliminer, peut-être aurait-il pu être candidat. Et parallèlement, on a validé la candidature de M. Macron, alors que celui-ci, dans sa déclaration de conflit d'intérêts, n'a pas rempli la case 7, qui est celle sur les liens d'intérêt, n'a pas précisé ceux qui le liaient avec la société McKinsey. Et par ailleurs, il a indiqué qu'il avait dans son patrimoine que 500 000 euros, mais qu'il payait l'ISF. Alors, je ne suis peut-être pas fiscaliste, mais il me semble que pour payer l'ISF, il faut avoir plus que 500 000 euros, donc ça reste douteux. Mais les liens d'intérêt que le président a avec le cabinet McKinsey avait a priori pour conséquence que M. Laurent Fabius, dont le fils est un des directeurs en France de la société McKinsey, aurait dû, ce qu'on appelle en droit, se déporter pour risque de partialité. Donc, qu'a fait M. Robert? Il a demandé au Conseil constitutionnel, en indiquant que la question de la non-transparence de la déclaration d'intérêt de M. Macron était extrêmement grave, et il a demandé qu'on restatue sur la validité de sa candidature hors la présence de M. Laurent Fabius, pour que cette décision ne soit pas biaisée. Et qu'a fait le Conseil constitutionnel? Finalement, le Conseil constitutionnel, là encore, a rejeté la demande de M. Bertrand Robert. Pourtant, on y aurait tous vu quelque chose de très grave qui aurait permis son contrôle. Je fais une parenthèse, mais là, on entend cette pauvre Valérie Pécresse qui demande une aide aux dons pour rembourser sa campagne. Mais souvenez-vous que M. Macron, en 2017, lui a eu une campagne gratuite de la part de McKinsey. Ce qui suppose que quand il n'a pas dépensé d'argent, c'est qu'il en a gagné. Ça a une valeur, c'est de l'argent qu'il n'a pas dépensé. Donc, M. Macron, grâce à l'aide de McKinsey, ne risque pas, s'il n'avait pas passé le premier tour, de se retrouver dans la situation de Mme Valérie Pécresse. Donc, on voit très bien que c'est extrêmement important de déclarer ce genre de choses, notamment dans le... déclarer les conflits d'intérêts, exactement, les intérêts qu'on a. Bien sûr, pour être candidat à la présidence. On voit très bien qu'il en a bénéficié et que par retour, durant son mandat, des contrats importants ont été signés avec le cabinet McKinsey. Donc, la réalité... C'est quelque chose sur lequel on se bat beaucoup chez François, en tant que journaliste, sur lequel on peut se battre, c'est-à-dire d'éclaircir les conflits d'intérêts qu'ont les invités ou les gens qui parlent devant une caméra ou qui parlent dans une tribune écrite ou n'importe quoi. Là, vous dites que ces conflits d'intérêts, ils vont à la direction des conseils constitutionnels ou des instances juridiques en général. Ah bien évidemment, et c'est ce que tout le monde a vu. Vous dites que vous pensez que les citoyens ne sont pas au courant de ça et qu'ils doivent être... Sûr. Ah ben bien sûr, et c'est le but de Saint-Denis. Je crois que l'intervention inopinée de M.
Bayrou était en réalité très mal intentionné. Son but n'a pas été de favoriser la démocratie. Son but a été d'éliminer les candidats dont on ne veut pas. C'est ça. Et, les gilets jaunes, notamment les gilets jaunes, oui, et les candidats du Frexit. Il est évident aujourd'hui que le président a une avenue devant lui et qu'il n'existe plus de parti de droite ou de gauche traditionnel susceptible en tout cas de discuter des orientations politiques et de peser dessus. Aujourd'hui, il y a LREM et il y a dans la société deux autres courants, celui des Gilets jaunes et celui des souverainistes qui représentent globalement énormément des idées de la population actuellement. Et il est assez étonnant que dans une idée démocratique, M. Bayrou n'ait pas dit mais ah, tiens, ce sont des voix qui traversent la société, qui sont extrêmement importantes et qui doivent pouvoir être portées. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Quel est l'intérêt, au bout du compte, de favoriser les candidatures de gens qui sont là depuis 40 ans ou qui recommencent? Il y avait un souffle à porter dans la société et je pense sincèrement que l'intervention de M. Bayrou n'est pas démocratique et a eu pour but d'étouffer ces voix de la société. Et par ailleurs, on exclut des candidats, mais on permet à d'autres d'être candidats, alors que leur conflit d'intérêts porte à caution la sincérité de leur candidature. Et ça, on refuse de l'étudier. Et c'est toutes ces décisions qui sont absolument choquantes. Mais toute cette décision du Conseil constitutionnel, qui retrace le combat de mon client, ont eu un effet, et je peux le dire, c'est que finalement, j'ai été surprise que l'OSCE, alors c'est l'organisation... Juste avant d'aller sur l'OSCE, parce que c'est très intéressant ce que vous allez dire sur l'OSCE qui vous a répondu. L'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. Oui, alors qui est toujours là, dont on pensait qu'il... Alors on va en parler juste après, mais juste un dernier mot sur Bayrou, sur François Bayrou, pardon, tout pendant que nous sommes dessus, c'est que lui disait, selon lui, on ne donne les parrainages qu'à ceux qui sont présents dans les sondages, donc qui ont déjà des chances d'être élus. Ça, vous avez vu? Oui, j'ai entendu dire ça, mais là encore, ça prête à sourire, parce que qui fait ce qu'avait dit M. Bayrou, à un moment, pour se justifier, c'est je m'intéresse à ceux qui sont plus de 10% dans les sondages. Mais vous avez vu le résultat des courses aujourd'hui. Il y a quand même peu de candidats qui ont passé les 10%. Mais on était au mois de février. De quel sondage parle-t-il? Qui les a réalisés? Les instituts de sondage appartiennent à qui dedans? Et ces instituts de sondage, beaucoup de candidats, de petits candidats, comme ce qui est d'ailleurs on ne devrait pas les appeler comme ça, s'en sont plaints en disant on ne les teste même pas. Je prends l'idée de M. Asselineau, de M. Dupont-Aignan, de beaucoup d'autres, ou de mon client. Comment voulez-vous dire qu'un sondage est sincère si vous ne proposez pas aux gens toutes les personnes qui s'y présentent? On le sait bien qui détient les instituts de sondage. Donc mettre cette limite à 10%, qui est d'ailleurs ridicule, puisque finalement aucun n'a atteint les 10%. Qui a fait ces sondages? Quel sondage et par quelle boîte et quelles influences? Donc ça, M. Bayrou ne dit pas. Je trouve que c'est évidemment un faux semblant. Et d'ailleurs, c'est carrément vraiment antidémocratique si c'était comme ça. C'est exclure des gens sans même les tester leurs possibilités dans les sondages. Donc ça prête à sourire et ça démontre la réalité de ce que je vous dis. Donc allons sur l'OSCE maintenant. Alors cette organisation vous a répondu suite à votre recours? C'est ça. Je peux lire parce que j'ai été suite à ces deux décisions du Conseil constitutionnel qui ont été portées donc par M. Robert. Il y a eu quelque chose d'étonnant, c'est que l'OSCE, donc l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, m'a demandé, faisant suite à l'invitation des autorités françaises à observer l'élection présidentielle des 10 et 24 avril, le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'OSCE a déployé en France une mission d'évaluation électorale le 28 mars 2022. Alors, je pense que pour beaucoup de monde, ça n'est pas très clair le rôle de l'OSCE aujourd'hui. Écoutez, je vous fais sourire parce qu'à la base, moi aussi, c'était pas très clair. Comme je vous le lis, c'est que je ne sais pas, je pense que peu de gens ont entendu parler du fait que les autorités françaises, donc le ministère des Affaires étrangères, avait invité cet organisme à faire une mission d'évaluation électorale. Moi non plus, je n'étais pas au courant. Et à titre très personnel, l'OSCE, j'en ai entendu parler parce qu'ils ont fait des missions d'évaluation du caractère démocratique des élections, notamment en Hongrie. Récemment, ils font aussi
aussi des missions d'évaluation de la paix ou d'aide au maintien de la paix. Il y en a eu en Ukraine en 2014, je crois. C'est une sorte de contrôle constitutionnel de ce qui se passe en Europe, quoi. Alors, oui, c'est ça, ou un appui, mais il faut savoir, si les gens se mettent sur Wikipédia, ce que j'ai fait aussi, c'est que l'OSCE n'a pas de traité fondateur et serait une institution sui generis, mais avec une mission en Europe qui est celle du maintien de la paix, du maintien de la démocratie. Et ce courriel continue puisqu'il me dit « La mission évaluera la conformité de la prochaine élection avec les engagements de l'OSCE, les obligations internationales, les autres normes internationales en matière d'élections démocratiques, ainsi qu'avec la législation nationale. Entre autres, l'équipe évaluera le cadre juridique, le travail de l'administration électorale, le financement de la campagne, la couverture médiatique et la campagne électorale. À cet égard, nous souhaiterions solliciter un rendez-vous avec vous afin d'échanger sur la décision 2022-184 et 188 du Conseil constitutionnel dans laquelle vous avez représenté les demandeurs. » Donc ce sont les deux décisions dont je vous parle, et à partir du moment où on prend contact avec moi pour avoir plus de précision, c'est qu'effectivement ces deux décisions mettent nécessairement en lumière peut-être des difficultés relatives au caractère réellement démocratique des élections. Et de ce fait, mon client a saisi hier, donc M. Romain a saisi hier la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la Convention européenne des droits de l'homme prévoit un droit fondamental pour nous tous, c'est celui de participer à des élections libres et sincères. Et pour que les élections soient libres et sincères, il faut qu'on puisse y participer et y être candidat. Et de ce fait, la Cour européenne des droits de l'homme va être appelée à statuer sur la suite de décisions et le caractère démocratique ou non du mécanisme des 500 parrainages qui, à mon avis, est largement dévoyé. Si un individu quelconque, un individu lambda, peut tout d'un coup se décider faiseur de roi, faiseur de candidat. Donc on voit bien par l'intervention de l'OSCE que ces deux décisions ont eu un véritable intérêt et qu'aujourd'hui, même si nous votons dimanche, par cette demande qui est faite auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il fait deux demandes. La première, sincèrement, c'est de suspendre temporairement les élections, le temps que l'on puisse voir si celles-ci, actuellement par les candidats qui ont été exclus ou les candidats qui s'y présentent, si celles-ci sont sincères, libres et démocratiques. Mais si la Cour européenne des droits de l'homme ne fait pas droit à cette demande de suspension urgente, donc les élections de dimanche auront lieu, mais néanmoins, la Cour européenne des droits de l'homme devra statuer dans le futur, a priori dans un délai d'1 an. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri que dans 1 an, la Cour européenne des droits de l'homme vienne nous dire que les élections auxquelles nous participons actuellement ne sont ni libres ni sincères, puisque le mécanisme pour se présenter en tant que candidat est noyauté, biaisé. Certains en sont exclus et d'autres y sont admis à participer alors qu'ils ne le devraient pas. Donc je pense que c'est très important que tout le monde ait conscience qu'en réalité, le processus actuel d'élection qui se déroule sera un jour ou l'autre contrôlé par la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir s'il a vraiment été démocratique. Et la base de notre société à nous tous, c'est la démocratie. Et elle n'existe que si les élections sont libres. Donc c'est le droit le plus important et le plus fondamental. Et visiblement, les actions qui ont été menées, notamment par les collectifs issus des mouvements Gilets jaunes, c'est très important. C'est un pas vers la liberté, c'est un pas vers plus de sincérité et de transparence pour chacun d'entre nous, et un pas vers la possibilité d'avoir enfin des candidats qui reflètent les idées larges de la population. Là, vous aurez pas... tout le monde aura bien vu que finalement les candidats qui ont participé, on les voit depuis longtemps et ils n'amènent pas de nouvelles idées fondamentales, mais ne reflètent pas le discours des personnes que nous avons évoquées dans la société, ceux qui voudraient peut-être sortir de l'Europe, ceux qui voudraient que soit portée très haut la parole des Français qui ont du mal à finir leur fin de mois. Donc cette interview, moi je vous remercie de m'avoir invité parce que le but est de faire savoir à tout un chacun que le caractère démocratique des élections actuelles est tout à fait sujet à caution, à tel point que l'OSCE m'écrit et nous en parle, et l'OSCE devra rendre un rapport d'ici 2 mois. Et l'OSCE peut saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a une question fondamentale qui se pose aujourd'hui. Je dis, au-delà, il y a la question de McKinsey et des liens d'intérêt, mais je trouve encore plus choquante l'intervention de M. Bayrou, parce qu'à un moment, il a quand même dit, peu de temps avant que la liste définitive des candidats soit établie, il a dit, je ne sais plus sur quelle radio de grande portée, que finalement, il y aurait 12 candidats.
Mais il avait suffisamment, encore en réserve dans sa besace, j'allais dire, de parrainage, pour qu'il y en ait 13. Donc, à l'avance, lui savait combien il y aurait de candidats. J'avais 12 et non 13, ou peut-être 14. Mais c'est lui qui l'a annoncé avant même la décision du Conseil constitutionnel qui l'a entériné. Donc, il y a une... C'est lui qui a annoncé que... À la radio, j'allais dire, oui, quand il a dit à la radio avant avant la décision définitive du Conseil constitutionnel sur le nombre de candidats, c'était 2 jours avant, il a annoncé qu'il y en aurait 12, alors qu'il y aurait pu en avoir plus. Il l'a annoncé tel quel Oui, il l'a dit à la radio, je ne sais plus sur quelle chaîne de grande écoute, mais on pourra le retrouver. C'est une qualité de voyance assez admirable. Assez admirable, tout à fait. C'est mon point de vue. Mais cela étant, j'en profite pour dire autre chose. C'est que finalement, cette mission de l'OSCE, à laquelle on essaie de donner un peu de publicité aujourd'hui, a quand même un intérêt complémentaire, c'est que la chaîne François a mis en avant l'initiative réciproque, qui est une initiative de l'association Bon Sens, et d'ailleurs qui a été faite collectivement. L'association Bon Sens, je préfère le rappeler, tant qu'on parle de conflit d'intérêts et tout ça, Xavier fait partie de la direction de Bon Sens, et vous êtes... Voilà. Mais c'est une association... Oui, moi je ne fais pas partie de l'association Bon Sens. Si vous avez travaillé... Oui, bien sûr, en tant qu'avocat, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a Bon Sens, et il y a d'autres associations citoyennes qui se sont mises en place pour essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de fraude au niveau électoral. Vous l'avez promis, tout le monde le voit, et ça a consisté à proposer aux citoyens, notamment, de se rendre le soir des élections dans leur bureau de vote, de faire une photo du procès-verbal de résultats pour ensuite la transmettre aux diverses associations qui sont constituées pour le contrôler, et que celles-ci puissent voir si les données agrégées de chaque bureau de vote correspondaient aux données retrouvées. Alors beaucoup de gens ont participé, et ça a permis de mettre en exergue plusieurs problèmes. Le premier, c'est une difficulté d'accès pour les personnes handicapées au bureau de vote et au vote en lui-même, par exemple pour les personnes aveugles. Il y a une autre difficulté qui s'est présentée, qui est celle des machines à voter. Les machines à voter, ça représente 1,4 million d'électeurs, soit quand même la différence qu'il y a eu en nombre de votes entre M. Sarkozy... Machines à voter, c'est quel type de machine exactement ? Alors ce sont des machines qui appartiennent à une société NEDAP et qui sont diffusées en France par une autre société qui s'appelle France Sélection. Si on s'y intéresse sur le site du tribunal de commerce, on sera étonné de voir que cette société France Sélection n'a pas de salariés, dépose ses comptes avec une déclaration de confidentialité. On ne sait pas trop ce qu'elle fait, mais on peut voir que son dirigeant... Vous doutez que ce soit... Non, je dis simplement que son dirigeant, si on regarde, parce qu'on a la curiosité, a aussi une autre société de placement financier. Il y a écrit que les comptes n'étaient pas révélables. Moi, je m'étonne effectivement que des choses... C'est pas transparent, quoi. En tout cas, c'est sujet à caution. Je n'en dis pas plus. Tout le monde peut le voir au niveau d'Infogreffe. C'est vrai que, vu l'importance des machines à voter, je suis étonné que ça soit confié à des toutes petites sociétés sans employés, sans aucun employé. Oui, ça appelle mon attention. Mais je ne dis pas plus que ce que tout le monde peut trouver sur le site du tribunal de commerce. Mais... Je suis pas sûr que les gens aient l'habitude d'aller sur les... en général, on demande souvent un cabis. Ça arrive dans la vie quand même, quand on dit avez-vous le cabis de votre société, notamment pour payer vos URSSAF. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui savent regarder les informations mises à la disposition pour les sociétés. Mais comme je dis, cette question, donc ça représente 1,4 million de votes. Mais c'est l'écart qu'il y a eu entre M. Sarkozy et M. Hollande en 2012. Je pense que ce n'est absolument pas négligeable. Et en réalité, il y a des reportages qui ont été faits, notamment sur Internet, expliquant comment on pouvait truquer ces machines si elles n'étaient pas reliées à Internet, qu'il suffisait que quelqu'un vienne y mettre une autre puce. Alors je ne suis pas ingénieur informaticien, mais il se trouve quand même que ce qui a été relevé, c'est que ces machines ont eu tendance à plus voter pour M. Emmanuel Macron dans des lieux où on aurait attendu plutôt la présence de M. Jean-Luc Mélenchon. Donc, dans la mesure où ces machines, j'imagine, vont être initialisées pour qu'il ne reste que la touche M. Macron et Mme Le Pen, il est probablement intéressant de s'y rendre pour vérifier. Or, dans sa mission, l'OSCE n'a pas qu'une mission d'évaluation juridique, elle a une mission d'évaluation concrète et elle doit, dans ses statuts, se rendre dans un bureau de vote le jour de l'élection. Donc, nous avons, l'association Bon Sens a fait connaître à l'OSCE les résultats de l'initiative réciproque et lui a demandé, de ce fait, de se rendre lors du deuxième tour dans un bureau de vote
avec machine pour regarder, faire des constats et que tout ça puisse se dérouler en toute transparence. Parce que, en plus du problème de machine, ce que l'initiative réciproque a mis quand même en exergue, et d'ailleurs d'autres en ont parlé, c'est qu'il y a d'autres problèmes qui sont liés à l'INSEE notamment, auxquels on demande à l'OSCE de se rendre aussi pour poser des questions, puisque 226 000 personnes ont eu la mauvaise surprise de se retrouver radiés. Alors, on peut être radié des listes électorales, soit parce qu'on meurt, donc l'INSEE fait une sorte de toilettage, soit parce qu'on perd ses droits civiques. En général, c'est le cas des gens qui sont mis sous tutelle et le juge prévoit qu'ils ne peuvent pas voter. Mais ça ne représente pas 226 000 personnes du jour au lendemain. Et pareil. Alors du coup, dans ces 226 000, justement, on avait eu, il y a 2 semaines, à la veille du premier tour, Sophie, qui est une habitante de Beau-Soleil, dans le sud de la France, qui avait été radiée justement de cette façon-là. On avait fait cette interview où le lendemain, donc le jour de l'élection, elle était invitée, il fallait connaître les démarches pour aller au tribunal de proximité, et elle avait pu voter. Et on a énormément qui ne connaissaient pas ces démarches-là et qui n'ont pas pu voter ensuite. Exactement. En réalité, si vous vous présentez devant un bureau de vote et que... Est-ce que dans les 226 000, les gens comme Sophie, on ne sait pas combien on a, mais c'est peut-être quelques milliers, on les considère plus comme radiés, ceux-là, juridiquement, comment est-ce qu'on... Ah, ils sont rétablis parce qu'ils sont dans les 226 000. Non, ils sont pas dans les 226 000, ils sont rétablis. S'ils sont rétablis, ils ne sont plus, j'imagine, si elle a pu voter, elle n'est plus dans les 226 000. Donc potentiellement, il y en a 300 000 qui, au départ, ont été radiés. Ah, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, la démarche, si vous constatez que vous n'êtes pas sur les listes électorales, vous allez directement, vous avez 24 heures, voir le juge du tribunal d'instance et vous lui demandez de vous rétablir sur la liste. Donc vous prouvez en gros que vous êtes vivant, c'est pas difficile, et vous prouvez aussi que vous n'êtes pas sous mesure de tutelle. Donc on peut être rétabli sur la liste, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Quand ils arrivent, on leur dit « Vous n'êtes pas sur la liste, au revoir madame, au revoir monsieur ». Donc ils s'arrêtent là. Mais ça, c'est le premier problème, c'est celui des radiations inopinées. Puis ça concerne énormément de gens, c'est quand même tout à fait étonnant. La deuxième question qui peut se poser, qui moi me surprend, mais je ne suis pas statisticienne ni actuaire, mais si vous allez sur l'INSEE, vous voyez que la population française est de 68 millions, que nous avons à peu près 16 millions de jeunes qui ne sont pas en âge de voter. Donc ça donne 51 millions de Français qui doivent voter, mais on n'a que 48 millions, en gros, de personnes inscrites sur les listes. Pourtant, à 18 ans, c'est la loi électorale, les gens, ils sont inscrits automatiquement. Donc, on se demande à quoi correspondent les 3 millions de personnes, le décalage. Enfin, moi, je m'interroge, je ne peux pas en dire plus, mais c'est pour ça que nous indiquons à l'OSCE qu'il serait intéressant, à la fois pour leur mission d'évaluation, à la fois de se rendre dans les bureaux de vote, et à la fois d'interroger l'INSEE sur la façon dont elle tient ces mises à jour de listes électorales pour que les gens puissent comprendre pourquoi ils sont radiés, pourquoi ils ne sont pas inscrits, qu'une bonne information puisse leur être donnée. Et puis, enfin, il faut quand même constater, et c'est une chose qu'on a vue, que certaines des personnes qui ont voulu participer aux initiatives de contrôle citoyen, en transmettant le PV de résultats de leur bureau, s'en sont vues empêchées. Des PV n'ont pas été affichés, et ça, c'est illégal. Donc, tous ces éléments, en plus de la question du caractère libre et sincère des élections, du fait des candidats admis ou non à y participer, tous ces éléments, plus la régularité en elle-même du déroulement des élections, sont portés à la connaissance de l'OSCE, qui doit rendre un rapport et qui devra, à mon avis, prendre en considération ces éléments très importants, je dis, qui sont, à mon sens, de nature à remettre en question l'impartialité, la sincérité et la liberté des élections que nous vivons actuellement. Alors, avant de conclure cet entretien, du coup, 2 points à apporter. L'année prochaine, si effectivement ils reviennent sur cet élément de constitutionnalité, on pourrait, ce recours pourrait s'avérer déterminant, on peut dire, dans le sens où, si on parle de destitution comme depuis ces 5 dernières années, on a entendu des appels à destitution pour Trump en Amérique, pour Donald Trump en Amérique. Il y en a eu pour Emmanuel Macron ces derniers mois. Là, il y a même les étudiants à la Sorbonne qui se sont révoltés parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour avoir un tel choix binaire, on va dire, autre que le choix de l'abstention, d'avoir le choix qu'entre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. On peut imaginer que dans 6 mois, il y ait un appel à refaire des élections. Et dans ce cas-là, ce recours prendrait une toute autre ampleur, parce qu'on pourrait parler de destitution et s'appuyer sur cet élément. Alors, s'appuyer sur cet élément dans ce cadre, en tout cas,
Oui, c'est quelque chose qui est une sorte, j'allais dire, d'épée de Damoclès au-dessus des candidats qui continuent de participer, parce que le caractère libre et démocratique n'est absolument pas établi. Et effectivement, dans l'avenir, ce recours peut se révéler c'est grave, hein, parce que là vous le dites avec des termes juridiques, mais si on veut le dire avec des termes citoyens, vous êtes en train de dire nous ne sommes peut-être pas en démocratie. À partir du moment où la Cour européenne des droits de l'homme doit juger de la question de savoir si les élections se sont déroulées de façon libre et sincère et qu'elle concluait que non, alors nous ne sommes pas en démocratie. Le principe même de la Convention des droits de l'homme dans son préambule, ça je pense que je l'ai d'ailleurs ici, je peux le lire, la Convention, c'est l'article 3 du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dit « Les hautes parties contractantes s'engagent à organiser à des intervalles raisonnables des élections libres au scrutin secret dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple et les choix du corps législatif. » Et j'ajoute que selon le préambule de la Convention, le maintien des libertés fondamentales repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique. Si vous faites en sorte d'exclure certains candidats et d'en permettre à d'autres de se présenter, les élections, et si vous ne permettez pas d'ailleurs l'expression des différents courants d'expression de l'opinion du peuple, ce dont on a parlé, plutôt Gilets jaunes, plutôt Frexit, alors à ce moment-là, les élections ne sont pas libres et nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est-à-dire que tout en découle et effectivement ce recours est fondamental dans la mesure où il pourrait aboutir à la remise en cause, enfin, du mécanisme des 105 parrainages, parce qu'au bout du compte, les 105 parrainages, c'est pour nous expliquer qu'il ne faut pas avoir de candidature fantaisiste, mais ça prête à sourire. Je ne vois pas en quoi, en tout cas, la candidature de M. Robert n'est pas moins fantaisiste du tout que celle de Mme Artaud, même celle de Mme Hidalgo, celle de M. Poutou, celle de M. Jean Lassalle. Je peux continuer encore longtemps. On voit bien que c'est un mécanisme qui est tout à fait dévoyé pour éviter que certains puissent être candidats et porter une parole, et ça me semble extrêmement grave. Et c'est le but, in fine, de ce recours qui, effectivement, même s'il est jugé dans 6 mois ou dans un an, peut avoir un impact tout à fait fondamental sur nos institutions et sur la campagne actuelle, et même voire sur les prochaines, parce que le but, même si on ne va pas vers une annulation des élections, c'est, de mon point de vue, de permettre en 2027, à minima, que nous ayons des candidats qui ne soient pas limités par un mécanisme biaisé. Donc l'OSCE, admettons, dans un an, encore une fois, face cela, est-ce qu'ils seront écoutés? Ou est-ce que les pressions, on voit bien les pressions depuis 2 ans, on a beaucoup parlé sur François, on voit que même si... est-ce que l'Union européenne ne fera pas pression, ou est-ce que certaines personnes, parlons concrètement, mais est-ce que du coup ça pourra passer et atteindre la France, ou est-ce que juste, là on parle de quelque chose qui sera étouffé? Même si l'OSCE... à peine que, pour être honnête, nous deux, vous l'avez dit en tant qu'avocat, moi en tant que journaliste, l'OSCE, on ne savait même pas le pouvoir qu'ils avaient aujourd'hui. Voilà. Très concrètement, est-ce que ça va être étouffé, même si ça passe? Ou est-ce que c'est au peuple, et à ceux qui regardent cette interview, de surveiller? Bien, je pense justement, et c'est le but, que c'est au peuple et à ceux qui regardent cette interview de surveiller, parce que ça soit l'OSCE ou la Cour européenne des droits de l'homme. Plus fondamentalement, si toutes ces institutions européennes ne voient rien à redire et nous dit, comme le Conseil constitutionnel, circuler, il n'y a rien à voir, parce qu'en réalité, tout ça vient aussi du Conseil constitutionnel qui se défausse des sujets et qui les cache. Là, on prend une marche supérieure, puisque le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, nous avait refusé, je ne suis pas revenu dessus, mais nous avait refusé audience. Normalement, quand il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui est posée, on donne quand même une audience aux avocats. Là, ça n'a pas eu lieu, ça a été caché. Donc, l'idée de remonter au niveau européen, c'est d'avoir enfin une véritable décision sur ces points. Mais effectivement, si les institutions européennes considèrent qu'il n'y a rien à redire, eh bien chacun, à tous ces scandales, Bayrou, McKinsey, etc., eh bien alors ça sera à chacun de se faire sa propre opinion sur l'utilité ou non des institutions européennes. Parce que là, sur le Conseil constitutionnel, tout à l'heure, on est parti sur un autre sujet, où vous aviez commencé à évoquer les conflits ou les intérêts que pouvait avoir Laurent Fabius avec McKinsey. Est-ce que vous voulez réétayer? Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement, selon vous? Ce que je voulais dire, c'est que M. Fabius n'aurait pas dû participer à la décision du Conseil constitutionnel relative au contrôle des liens d'intérêt de M. Macron, puisque lui-même en a avec McKinsey. Il y avait un double conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts qui est lié à M. Macron et au fait qu'il bénéficie de prestations déguisées
de la société McKinsey lors de la mise en œuvre de sa dernière campagne pour ensuite conclure avec eux de nombreux contrats. Et on le voit très bien, le Sénat l'a quand même mis en exergue. Et par ailleurs, M. Laurent Fabius, qui est à la tête de la plus haute juridiction qui statue sur les élections présidentielles, son fils travaille chez McKinsey. Il a lui-même donc des liens d'intérêt puisque son fils et la société de son fils bénéficient des décisions politiques prises par M. Macron. Donc ça, c'est un élément que peu connaissent. Donc ça, c'est un fait, c'est avéré. Son fils travaille pour McKinsey. Le fils de M. Victor Fabius, oui, est un des directeurs associés de McKinsey. C'est dans toute la presse, ça. Donc évidemment que si McKinsey gagne de l'argent par les contrats qu'il conclut avec l'État français, eh bien le fils du président du Conseil constitutionnel en bénéficie. Alors quand vous êtes un ancien Premier ministre, quand vous êtes en charge de la régularité des élections présidentielles qui sont le temps le plus fort de la démocratie en France, se déporter, ne pas statuer sur sa question, dire je ne participe pas à ce jugement parce que je suis en conflit d'intérêts et je ne veux pas apparaître partial, c'est quand même la moindre des choses pour les citoyens. Tout le monde aurait remercié M. Fabius, je pense qu'il en serait sorti grandi, et le Conseil constitutionnel aussi. Tout le monde peut le comprendre. Et quand on est garant des institutions de la République, on est le président du Conseil constitutionnel, mais même la moindre conflit doit amener au déport, je pense que c'est peut-être la formule, même la femme de César ne doit pas être soupçonnée, elle ne doit pas simplement avoir l'air honnête, elle doit l'être aussi, mais c'est devenu un adage courant qui dit que les institutions doivent être irréprochables. Et c'est ça, on ne doit pas laisser le moindre soupçon avoir lieu. Et c'est ce que fait M. Laurent Fabius, celui que César, lui, n'a pas toléré, d'où cette formule historique qui est restée. Donc on pourrait imaginer, on aurait pu aimer que M. Laurent Fabius s'inspire de cette maxime qu'il doit connaître. Merci, Maître Diane Prota, d'être venu témoigner et nous avoir fait part de ce recours dans cet entretien. Donc on a remis en doute les systèmes de parrainage, les sondages, l'avis des maires. Pas simplement, mais en doute, s'interroger réellement d'un point de vue juridique sur le fait de savoir, c'était comme ça que vous avez introduit la question, sont-ils biaisés ou non? Maintenant, je pense que chacun peut se faire sa propre opinion. Est-ce que l'intervention de M. Bayrou avait un but de justicier démocratique, ou avait-il un autre but caché, c'est-à-dire d'exclure certains candidats? Laisse libre à chacun de se faire sa propre opinion là-dessus. Néanmoins, tout le monde sait maintenant que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République qu'on aille faire une collecte de parrainage sans se présenter à l'élection. Merci encore. Merci à vous. Et vous pouvez suivre cet entretien, le partager sur tous vos réseaux et soutenir François qui appartient à Selecteur et qui vit grâce à Selecteur. Vous retrouvez tous vos dons, c'est sur françois.fr/soutien. Merci beaucoup. Au revoir, Matt.